Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Cette nouvelle émission, la 6e, est enregistrée au Centre de langue de l'Institut français du Cambodge, au lieu de l'apprentissage du français au Cambodge, où les langues et les cultures se rejoignent. L'Institut français a pour vocation de soutenir et de promouvoir les arts, la culture, l'éducation, mais aujourd'hui, ce qui nous réunit plus particulièrement, c'est le patrimoine, sa conservation et sa diffusion auprès des publics. Nous accueillons Bertrand Porte, conservateur-restaurateur de l'EFEO, l'école française d'Extrême-Orient, localisée au Musée national du Cambodge à Phnom Penh, qui a en charge l'expertise de la conservation et de la restauration de ce merveilleux patrimoine. Qu'est-ce que l'EFEO ? Quelles sont les actions et les missions de l'EFEO au Cambodge ? Quelle est l'histoire du Musée national du Cambodge dont on vient de célébrer les 100 ans, ce merveilleux musée fondé dans la période du protectorat français par Georges Grolier. Une belle nouvelle, en ce début d'année 2022, l'Institut français développe un programme culturel en collaboration avec le Musée national et l'EFEO autour de 3 projets d'exposition conçus conjointement pour la célébration des 30 ans de l'Institut français du Cambodge, une exposition sur l'architecture durable à Phnom Penh, une exposition nommée Vendasie qui réunira 10 jeunes designers qui travailleront en résonance avec les collections de vases et de céramique du musée, et une exposition nommée Vie d'ailleurs sur des thématiques liant l'archéologie, l'art et les sciences au Cambodge. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Bertrand Porte. Bienvenue Bertrand Porte. Un mot de présentation. Bertrand, vous êtes ingénieur d'études à l'école française d'Extrême-Orient et conservateur de sculpture. Vous êtes le représentant de l'EFEO à Phnom Penh. Vous êtes diplômé de l'école supérieure des beaux-arts de Tours, spécialisé en restauration des sculptures monumentales, avec une expertise en conservation et restauration. Depuis 1997, vous supervisez l'atelier et le programme de conservation-restauration des sculptures du Musée national du Cambodge dans le cadre du partenariat avec l'EFEO. Vous êtes un expert et conseil pour la conservation-restauration des sculptures. Vous travaillez par conséquent à la documentation et à la recherche sur les collections. Vous suivez également la préparation des expositions et le conseil en muséographie, de fait la conservation préventive et curative des collections du musée. Auparavant, vous avez eu de nombreuses missions en France où vous étiez conseil technique pour des collections nationales. Vous êtes établi au Cambodge depuis une vingtaine d'années, un expert incontournable et reconnu pour votre connaissance du patrimoine khmer. D'autre part, un ambassadeur de l'excellence française dans le domaine du patrimoine et de la muséologie. Alors, Bertrand, racontez-nous l'EFEO. Qu'est-ce que c'est l'EFEO et quelles sont vos missions au sein de l'EFEO? Merci Valentin pour cette introduction. L'EFEO qui vient de passer le cap de ces 120 ans, qui ont été célébrés là, au mois de décembre dernier à Paris. L'EFEO est né au Vietnam à la fin du 19e siècle, où la France voulait vraiment développer une expertise dans le patrimoine, dans l'archéologie. Et c'est comme ça qu'elle est née et qu'elle a donc aujourd'hui atteint cet âge fort illustre. Et au fil des années, bien sûr, elle s'est étendue. Son siège était au départ à Hanoï. À partir de l'indépendance du Vietnam, le siège a été, bien sûr, installé à Paris. Et aujourd'hui, nous avons au total près de 18 antennes ou centres à travers l'Asie, de Pondichéry jusqu'au Japon, en Chine, en Indonésie, et parfois plusieurs antennes par pays, comme au Cambodge, où nous avons un centre important à Siem Reap, où l'EFEO a beaucoup travaillé pour la conservation des temples d'Angkor jusqu'à l'orée de la guerre civile, et le poursuit toujours aujourd'hui. Et une présence également à Phnom Penh depuis le tout début,
qui aujourd'hui, à travers deux projets, avant tout notre partenariat avec le Musée national qui a été initialement mis en place avec l'aide de Georges Grolier. Georges Grolier n'était pas membre de l'EFEO, mais l'EFEO a géré ce musée national et l'a développé jusqu'à 1951, un tout petit peu avant l'indépendance du Cambodge. Sinon, l'école française d'Extrême-Orient, il faut le savoir, comme les 5 autres écoles françaises, je pense à celle de Rome ou celle d'Athènes, ou encore la Casa Velasquez, dépend de notre ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Voilà, je pense avoir fait le tour de la petite question. Très bien. Alors, quels sont les grands moments marquants de l'histoire du Musée national du Cambodge et peut-être les grandes figures qui l'ont traversé? Alors, il faut savoir qu'au tout début, il y avait une première initiative qui remonte à 1905 de mettre en place un musée à Phnom Penh. Ce musée a vu le jour au nord du Phnom, sur un terrain qui appartenait à la royauté, au second roi. C'était un musée qui était un petit peu exigu, si je peux me permettre, mal fichu. Pas très bien adapté qui n'a pas été conçu par des conservateurs, qui a été beaucoup critiqué. Et finalement l'EFEO et l'époque, le protectorat, a vraiment encouragé la création d'un nouvel établissement de plus grande ampleur. Cet emplacement-là, donc au nord du Palais Royal, a été choisi, et c'est Georges Grolier qui a été désigné pour à la fois concevoir ce musée. Et il faut bien savoir que ce musée, initialement, était associé à une école d'art, l'école des arts de Cambodge. Et Georges Grolier, donc le fondateur, y était très attaché. Cette école d'art a même préexisté à la construction du musée. Georges Grolier, je ne peux peut-être pas revenir sur sa vie, mais il est né au Cambodge, il a fait des études en France, c'est un peintre, c'est un artiste, un écrivain également, extrêmement attaché à l'art khmer. Il a vraiment voulu défendre la spécificité de l'art khmer et même se défendre des influences de l'art occidental. C'était vraiment sa philosophie et il était absolument exigeant sur ce point-là. C'est ainsi qu'à l'aide d'artistes, de jeunes artistes cambodgiens, d'architectes, il a conçu au sein de cette école des arts, qui jouxtait le musée, ce nouveau musée. Et je ne sais pas si vous avez... Enfin, cela semble complètement évident. L'architecture de ce musée est totalement inspirée de l'architecture classique khmer. On retrouve des clins d'œil à Angkor, mais aussi de l'architecture des monastères contemporains de l'époque. Il a fait un mixte de ce vocabulaire de l'architecture, ce qui était absolument novateur à l'époque. Il a proposé ceci, ça a tout de suite été accepté. Parce qu'à l'époque, sous le protectorat, les bâtiments officiels n'avaient pas du tout cet aspect. D'abord, ne serait-ce qu'à travers la couleur, c'était plutôt le jaune colonial qui était employé. Là, on a un rouge. Bref, cette architecture a fait école. Et le musée reste encore un des fleurons de Phnom Penh. Alors, Grolier, bien sûr, j'en parle beaucoup, a été le fondateur, celui qui a vraiment amorcé cet établissement. Pendant la période coloniale, il faudrait quand même retenir le nom de Pierre Dupont, de Jean Boisselier aussi, des conservateurs qui sont restés beaucoup moins longtemps, quelques années à peine, mais qui ont marqué l'établissement. Madeleine Giteau, là justement, qui a assuré dans les périodes de troubles aussi, et dans les années 60, une transition. Ensuite, des jeunes conservateurs cambodgiens formés par Madeleine Giteau qui ont pris la suite, Chisai Seng, Lee Vu Hong. Ensuite, ensuite à la relève, M. Pikeo, M. Kun Samen, j'en oublie malheureusement, jusqu'au dernier directeur, là, M. Chai Visot, est précédé par M. Virek. Non, il y a toute une génération de jeunes chercheurs cambodgiens, jeunes archéologues qui ont pris la relève jusqu'à aujourd'hui. Et le musée a encore, espérons, un bel avenir devant lui. C'est très novateur, une école liée à un musée. Même aujourd'hui, c'est très novateur. J'ai l'exemple à Montpellier, en France, du MOCO, le musée d'art contemporain de Montpellier,
qui s'est associé avec l'école d'art de Montpellier, justement. Donc je trouve que c'est totalement d'actualité et très novateur. Alors, au cœur du musée, vous avez un atelier de restauration. Vous travaillez à la fois dans le musée, hors les murs, pour des musées en province, pour des musées en Asie du Sud-Est, il me semble au Vietnam et au Laos. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cet atelier, de la vie de cet atelier? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, cet atelier a eu donc plus de 20 ans d'existence. Effectivement, je pense que c'est un beau partenariat qui a bien mordu là, entre l'école française d'Extrême-Orient et le Musée national. Il faut savoir que l'école a quand même... On a tout un patrimoine, d'archives en commun qui existe en doublon à la fois à Paris aujourd'hui et au Musée national, ou encore parfois aussi à la conservation d'encore à Siem Reap. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments de documentation à partager. On a bien sûr aussi une documentation importante sur les sites, sur les fouilles. Tout le travail qui est accompli par les fouilles autrefois et encore aujourd'hui nourrit les collections, la documentation des collections. Et cet atelier est né au moment de l'organisation d'une grande exposition qui se tenait à l'époque au Grand Palais, en 1997, consacrée à la Khmer, une exposition qui a suivi aux États-Unis et ensuite au Japon, comme souvent les grandes expositions internationales circulent. Et à l'époque, les collections de sculptures du musée n'étaient pas en état de voyager, notamment celles qui devaient partir pour cette exposition. Et c'est comme ça que est née l'idée d'un atelier de conservation qui permettait à la fois de former et préparer les œuvres au voyage. J'ai été retenu à cette occasion, j'ai découvert le Cambodge à cette occasion, le mariage s'est bien passé et l'expérience a perduré. Notre atelier s'intéresse avant tout aux collections archéologiques, parce que c'est avant tout, il faut le savoir, donc un musée archéologique du Musée national, mais bien entendu s'étend aux collections des musées provinciaux. Il faut savoir que le directeur du Musée national également supervise l'ensemble des musées du Cambodge. Alors, nous avons été amenés, l'équipe qui maintenant a une très très forte expérience dans la conservation et la restauration des œuvres en grès, parfois monumentales, a été amenée à conduire des opérations similaires au Vietnam, au musée d'art de sculpture Cham de Da Nang, où on avait le même type de problématique, des problèmes de soclage, de restauration, d'exposition. Puis à Ho Chi Minh Ville. Et aujourd'hui encore, nous travaillons beaucoup avec le Sud-Laos, sur le site de Wat Phu. Alors c'est un petit peu entre parenthèses, mais dès que la possibilité de circuler reviendra, nous serons de nouveau présents au Sud-Laos, au musée de Wat Phu. Une grande exposition internationale est en cours de préparation. Elle se tiendra au musée Guimet, a priori en 2023, puis aux États-Unis. Pouvez-vous m'en dire un mot rapidement ? Alors là, c'est une exposition bien particulière. Souvent, les expositions organisées, il y en a quasiment chaque année maintenant. Les collections du Musée national de Phnom Penh sont peut-être, si je puis me permettre, parfois davantage visitées hors les murs que dans les murs, tellement ces collections ont du succès et que, à la fois en Europe, aux États-Unis et maintenant beaucoup en Asie et en Chine, les collections circulent. Là, il s'agit quasiment... Non, il y a eu peut-être une première expérience déjà aux États-Unis d'une exposition consacrée aux collections des objets en bronze. Hein. C'est plutôt la spécialité de mon collègue Brives Vincent, qui dirige actuellement le centre de Siem Reap. Donc il a conçu cette exposition avec l'aide, bien sûr, du musée Guimet, qui va accueillir ce projet, ainsi qu'avec le centre de recherche des musées de France. Parce qu'il y aura un très grand nombre de pièces qui vont être empruntées, et notamment ce Vishnu exceptionnel, ce Vishnu couché, de taille impressionnante, comme rarement des bronzes nous sont parvenus ainsi, qui va faire le voyage, mais qui va aussi faire l'objet de toute une expertise, d'opérations de conservation et restauration. Il va d'ailleurs partir dès cette année, je crois au mois de septembre, où il sera l'objet d'une importante expertise et des objets de restauration en France, avant l'organisation de l'exposition, qui est prévue d'ici au moins 2 ans. Voilà.
Je vous remercie, cher Bertrand Porte. Notre 6e épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier Valentine Gigodeau, Marilou Canovas, Siobhan Ten et Vanna Chuan pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager. À bientôt.